Bienvenue dans ce grand live qui est consacré largement à la guerre en Ukraine. Ça fait plus d'un mois que vous la suivez sur nos antennes, à la fois dans le journal télévisé de TF1, sur LCI et bien sûr sur nos réseaux sociaux de TF1 Info. Et il y a justement des reporters que vous suivez depuis tout ce temps-là. Et on en a un justement qui est connecté avec nous et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est Michel Scott. Michel qui a été un des premiers reporters en fait à être sur place au départ quand la guerre s'est déclarée et qui va pouvoir donc répondre à toutes vos questions. Il est situé à Kiev en ce moment avec sa JRette parce que le reportage est un travail d'équipe. Donc il est avec Noélie Claire et si je ne m'abuse aussi avec Frédéric Petit. J'espère qu'on va pouvoir retrouver. Ah voilà, je vois ton visage, Michel. Alors bon, pour ceux qui nous regardent, vous étonnez pas, on se tutoie parce qu'avec Michel, évidemment, on se connaît. Donc, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, ça va très bien. Chaque jour est différent. Aujourd'hui, c'était plutôt une journée calme. Hier, ça l'était un peu moins, et Ouais, demain, c'est l'inconnu. on a vu justement dans le JT d'hier soir que tu avais été la cible de tir. On va y revenir Ouais. tout à l'heure. Je voulais savoir où tu te trouvais actuellement dans le pays, pour que les gens qui nous regardent puissent un peu justement te poser des questions en rapport avec ta situation dans le pays. Alors là, on se trouve à Kiev, dans La un capitale, donc. hôtel, la capitale ukrainienne, absolument, qui est située au centre du pays. Vous le voyez sur la carte, sur sa partie centrale, mais sa partie nord. Donc en fait, on est assez proche de la frontière biélorusse, d'une part, vous le voyez sur la carte, mais russe aussi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la capitale a été l'une des premières cibles de cet assaut multifront, hein, des Russes, puisqu'ils sont rentrés par l'est du pays, par le sud du pays, par une partie, disons, entre Kiev et le Donbass, c'est-à-dire Kharkiv, et puis donc par cette partie vraiment centrale, directement, c'est pas très long, hein, on l'avait fait nous Mm. avant la guerre, c'est quelques heures de route en temps normal, évidemment avec des colonnes de chars et une résistance, c'est beaucoup plus long, mais quand même, de la frontière biélorusse, vous avez donc cette capitale. On est au centre, notre hôtel est à peu près 150 mètres de la place Maïdan, qui est la place centrale, très Dont on a symbolique ici à beaucoup Kiev. entendu parler en Et 2013, voilà, si je ne parce que c'était m'abuse. le centre du soutien au basculement vers la démocratie de l'Ukraine en 2014. Donc Et alors, la est-ce que place tu peux Maïdan, c'est un grand moment fort. nous décrire justement la situation sur place à Kiev? Parce qu'on a vu dans les journaux, sur TF1 Info, beaucoup d'images en fait de bombardements, de tirs. Est-ce que aujourd'hui la capitale est défigurée ou est-ce que ça ressemble à une ville lambda? Comment est le décor autour de toi? Non, il n'y a pas de destruction majeure dans Kiev. Ça, il n'y a pas. Parce que l'assaut russe, il a pris en tenaille, en fait, l'agglomération de Kiev par le nord-est, par le nord-ouest, et il y a eu énormément de bombardements à la périphérie de la ville. Ça, c'est vrai. Euh, mais dans le centre-ville, assez peu. La physionomie de la ville, elle est presque normale, si ce n'est qu'on voit bien que c'est une ville qui, en tout cas jusqu'à présent, et on va voir ce que la suite nous réserve, était effectivement en état de siège. On le voit parce que les rues sont désertes. Il y a un peu plus de monde qu'il y a quelques jours. Ça fait partie du D'accord. basculement, peut-être du relatif changement qu'on sent depuis quelques jours. Un peu plus de voitures, un peu plus de monde, mais globalement, une ville qui, et ça on le sait, a été vidée pour moitié de ses habitants. Et puis, vous avez des chicanes, des checkpoints, des points de contrôle, des chevaux de frise, vous savez, ces installations censées bloquer une attaque armée. Voilà. Voilà. Pour te déplacer, est-ce que tu peux justement, parce que ça fait partie des questions qu'on reçoit des internautes, de savoir comment c'est en fait de travailler dans un pays en guerre comme ça. Alors, il y a deux choses. Il y a se déplacer dans le pays, et ça dépend. Est-ce qu'on va vers des lignes de front ou est-ce qu'on va vers l'ouest, vers des zones plus calmes? C'est pas le même type de déplacement. Et puis, il y a se déplacer dans Kiev. Si Garance, ta question, c'est comment on se fait pour se déplacer dans Kiev, ben, on peut circuler en voiture, mais effectivement, on est contrôlé assez fréquemment. Il y a des points de contrôle, encore une fois, où il faut s'arrêter, faut montrer qui on est, il faut montrer qu'on est journaliste. Et Il y a qui une contrôle grosse à paranoïa. ces points-là? C'est des Ukrainiens.
C'est des Ukrainiens, bien sûr, et c'est ce qu'on appelle la défense territoriale ou la défense civile. C'est une, comment dire, ce sont les Ukrainiens qui ont volontaires, hein, qui ont pris les armes et qui sont évidemment contrôlés par les autorités et qui gèrent plutôt l'intérieur des villes, hein. C'est plutôt ça. C'est pas l'armée nationale qui, elle, s'occupe D'accord. du front proprement dit. C'est elles qui sont sur les militaires qui sont sur les lignes de front. Ça, c'est l'armée. Alors, dans les villes, c'est plutôt la défense civile, entre guillemets, hein, qui est armée, hein. Je dis défense civile, mais ce sont des gens en armes qui contrôlent les allées et venues des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande paranoïa, en fait, sur la cinquième colonne, comme on dit, c'est-à-dire sur les traites, sur les Mm. informateurs russes, sur les gens qui pourraient donner des renseignements. Donc, même quand vous avez Donc comme toi, tu nous pourrais passer marqué pour un TV, espion, en fait. Ouais. moi ou n'importe quelle voiture civile qui circule dans la ville. Donc nous, on est siglé comme tous les journalistes avec des scotch qu'on a mis sur le capot de la voiture, les pare-brises, sur les portières, etc. TV, parce que c'est le sigle, comment dire, qui, par convention, identifie une voiture On de on presse. voit Ou les alors, images justement des rues entravées dont tu parlais tout à l'heure, voilà, hein, ça c'est Michel. le Ouais. type de chicane qu'on a, de barrage qu'on peut avoir. Donc le signe TV. Ou alors presse, marqué en toutes lettres. Mm. Ça identifie aussi. Mais ici, on est avec des gens qui ont une écriture Mm. cyrillique. Alors ça a l'air idiot, mais le V n'est pas vraiment, s'écrit plutôt B, si vous voulez, ici. J'en Donc par profite, exemple, attends, pour te poser une question oui, justement à propos de langue. Je rebondis sur ce que tu dis parce que le but c'est quand même de répondre aux questions des internautes. De Corinne Picot qui nous dit: est-ce que vous avez des traducteurs ukrainiens sur place? oui, Est-ce on que tu peux fonctionne. répondre brièvement, hein, Michel, pour qu'on puisse répondre au plus grand nombre d'internautes qui nous regardent parce que leurs questions s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent et je me dis qu'on va pas avoir assez Alors, d'une je heure vais pour très leur vite. répondre. Alors, je fais des réponses très courtes. Oui, Vas-y. on a des traducteurs, ça s'appelle un fixeur, qui est notre guide et qui nous aide effectivement à d'abord parler aux gens et puis à organiser aussi les reportages. Et c'est évidemment quelqu'un avec qui on lie des liens d'amitié, j'imagine, un fixeur. Alors, quand on est avec eux depuis, ou avec lui depuis plusieurs semaines, oui, effectivement, il y a une vraie relation. D'abord, il y a une relation de confiance qui s'établit, et puis oui, ça peut devenir de l'amitié. Ben alors là, quand on est vraiment le nez dans le guidon, on est vraiment dans le travail, hein. Et puis Mm. après, effectivement, il peut y avoir un lien plus intime par la Mm. suite. Ça arrive fréquemment, effectivement, quand c'est des missions longues comme celle-là de plusieurs semaines. Parce qu'on a vu ton fixeur apparaître justement dans un reportage qui a été diffusé à l'antenne de TF1 et qui a beaucoup, beaucoup fait réagir les internautes, où vous avez en fait été témoin direct d'un bombardement. T'es toujours avec moi, Michel, ou pas? Bon, ok, parce Non, que je te vois, ok, je te voyais plus, c'est pour ça. si, Et si. en fait, on voit justement ton fixeur dans l'image qui vient te chercher et qui te dit, attends, tes reporters, t'inquiète pas, tes caméramans sont au sous-sol. Est-ce que tu peux nous raconter cette scène complètement surréaliste qu'on a pu voir à l'antenne? Alors, en l'occurrence, c'était pas notre fixeur. D'accord. C'était qui alors, ce Mais monsieur? notre fixeur était dans mon dos, donc on ne le voyait pas à Ok, l'image à cet instant-là de la séquence que tu décris. C'était un monsieur qu'on avait rencontré la veille, qu'on avait mis dans un reportage qu'on avait diffusé la veille dans le même immeuble et qui était un de ces volontaires dont je parlais à l'instant, qui avait pris d'accord. les armes. Et comme on avait fait connaissance la veille et qu'il avait passé la nuit dans le même couloir au même étage que nous, eh bien, spontanément, il est venu me voir pour voir si j'allais bien. Et il savait déjà que mon équipe était saine et sauve au rez-de-chaussée de l'immeuble, puisqu'on avait été séparés à ce Mm. moment-là. Mais un peu plus loin, dans le même sujet, et dans d'autres d'ailleurs, parce que ça arrive, c'est pas une volonté de les montrer, d'ailleurs Mm. parfois il ne faut pas les montrer, ça dépend un peu Ah ouais. des conditions de Pour sécurité des qui histoires les de entourent. d'accord, ouais. Voilà. Là, en l'occurrence, Sacha, puisqu'on parle de lui, n'avait pas de problème avec ça. Donc, il se trouve qu'il apparaît de temps en temps Ouais, dans l'image de nos reportages. Mais voilà, d'accord. comme Vous le il a pas protégez de souci aussi. avec ça. Bah, Je- s'il y a un problème de sécurité, bien sûr, on évite de le montrer. Mais Mm. là, il n'y en a pas, a priori. Autre, Donc il peut apparaître. justement, question en rapport avec ta sécurité, tu vas comprendre, c'est Lifey Dream qui nous pose cette question sur TikTok. Est-ce que vous avez des protections spéciales pour vous déplacer? Et attends, je rajoute justement sur les déplacements une autre question, comme ça tu feras une pierre deux coups. Alex Luciani, toujours sur TikTok, qui te demande comment est-ce que tu fais pour te déplacer en Ukraine? Est-ce que tu prends le train? Est-ce que tu prends la voiture? Alors d'accord, donc sur la protection, oui, on porte des gilets pare-balles et des casques. Je dirais pas du matin au soir, ça dépend de ce qu'on fait. Donc on porte pas ça quand on est à l'hôtel, on est bien d'accord. On porte pas ça non plus normalement quand on est dans le périmètre immédiat de l'hôtel,
quoique là, en centre-ville de Kiev, effectivement, il y a quand même peu de chances qu'un obus arrive ici. Mais le gilet pare-balles porte le mot presse aussi, donc il nous identifie, donc on le fait assez fréquemment. Et évidemment, dans les zones de front, à Irpin, pas très loin d'ici, donc dans la banlieue de Kiev, où on était hier, ce genre d'endroit, là, c'est cette protection obligatoire, effectivement, même en tirant Mm, le gilet avec une protection pour l'entrejambe qui est important pour les chutes mm. d'obus ou d'obus de mortier ou autre. Pour ce qui est du déplacement dans le pays, puisque là, c'est la question qui a été posée par ailleurs, eh bien ça c'est un choix à faire. Donc il est apparu effectivement qu'il était assez pratique, parce que étonnamment les trains fonctionnent très souvent, de pouvoir se déplacer dans des trains de nuit. Alors c'est 10 heures de train, hein, vous y passez la nuit, mais vous pouvez travailler le lendemain. Si vous allez à Kharkiv, par exemple, dans l'Est, ou à Oui, il faut faire très Zaporizhia, attention. Il y a quelques ou à jours, j'ai été Dnipropetrovsk, pris vous dans un faites bombardement c'est des et il distances y d'à a un peu autre. près Voici l'une 400 des rues les plus km, etc. commerçantes. Et ensuite, bah, vous y passez le temps, vous trouvez un autre Ah, véhicule, parce vous que trouvez c'est un un pays en véhicule fait qui est extrêmement grand, c'est ça qui dont est on se rend grand, compte oui, aussi. Ouais. absolument, qui est plus grand que la France, il faut Mm, s'en rendre compte, 100 000 km² de plus quand même. mm. Et donc les distances effectivement sont Campagne, très longues. s'est Mais habitué au il peut danger. s'avérer, si vous vous déplacez Oui, il faut faire très attention. sur plusieurs jours, de nombreux jours, comme il n'est pas impossible qu'on le fasse, donc on revienne dans l'Est par exemple, Mm. hein, sans trahir de secret, c'est une possibilité. À ce moment-là, on fera une vraie expédition, on quittera complètement Kiev et on fera les 10 heures, 12 heures de Mm. route qu'il faut pour aller se déplacer dans l'Est, et on y restera, on sera itinérant à ce moment-là dans l'Est du pays. Justement, hier, en fait, tu étais à Irpin. Là, pour le coup, c'est pas très loin de Kiev, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, puisqu'on parlait de sécurité, ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu dans le sujet des tirs, on voit que t'es au sol en train de faire un plateau, enfin voilà, que c'est quand même assez compliqué comme situation. Et tu te doutes bien que les internautes, ça les a inquiétés. Donc, ils demandent en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. Et si, notamment, ça c'est Guaraderal là, qui nous pose cette question, est-ce que les derniers drames qu'il y a eu envers les journalistes, parce qu'on sait qu'il y a des journalistes qui ont été tués, en fait, là, depuis le début de cette guerre, ont changé ton climat de travail et est-ce que c'est une idée que que tu as en tête, quoi? Alors, on a toujours ça en tête, et là, effectivement, il y a Et on eu voit les images un justement de ton bilan. sujet d'hier, hein. Ah oui, ça c'était hier. Bon, c'est dans cette zone en particulier d'ailleurs que ça a changé, puisque les journalistes qui ont été tués ou blessés l'ont été justement dans la zone d'Irpin, donc qui est dans la banlieue, la grande banlieue nord-ouest de Kiev. Depuis quelques jours, il est annoncé, et c'est sans doute en grande partie vrai, que les Ukrainiens ont repris cette ville, d'où les Russes essayaient d'attaquer Kiev. Donc c'était un verrou stratégique très important. Et donc, il a été dit que les Ukrainiens contrôlaient Irpin désormais, qu'ils avaient repoussé les Russes, ou que les Russes avaient reculé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Eh bien, on essaie d'entrer dans Irpin avec ce bataillon, enfin cette unité de combattants. Et ce qu'on voit dans le reportage, c'est qu'en fait, toute la zone est encore sous le feu des Russes, de l'artillerie russe. Quand tu dis Euh, sous le feu de l'artillerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à la fois, parce qu'on entendait plutôt des tirs de balles, mais il y a à la fois des balles, il y a des obus. non, non, Comment ça c'était se pas des balles. matérialise? Non, c'était pas des balles. Comment? Non, non, Enfin, c'est Garance, quoi en c'était pas fait? des balles, c'est vrai tirs d'artillerie Ok, qu'on entend, que vous entendez fuser d'abord, hein, ok. vous entendez souvent, il faut le reconnaître, avec l'habitude, on s'en rend compte assez vite, les départs d'obus, et ensuite le sifflement de l'obus ou de la roquette, hein, voilà, ça peut être des missiles, enfin, souvent on entend le sifflement, et ensuite vous avez l'explosion. Donc le sifflement vous permet quand même, normalement, d'avoir le temps de vous coucher au sol, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter les éclats. Voilà. Donc là, il y avait des échanges de tirs entre Ukrainiens et Russes, mais il n'était pas impossible que les Russes balaient la zone d'une salve là qui avait lieu. Ça a duré plusieurs minutes quand même, sur ce bois, à l'endroit où on Ah, était. d'accord. Donc dans ces cas-là, vous coupez les téléphones, parce qu'il était pas impossible qu'on ait été repéré. Voilà, c'était une possibilité. Dans le doute, on s'est protégé. Ça a duré, voilà, je sais pas, un quart d'heure. Et puis ensuite, l'unité est C'est pas très repartie. loin. On est d'accord que Irpin, c'est quasiment collé à Kiev, si je ne m'abuse. Il y a Seb 2.0 qui te demande pourquoi est-ce que Kiev n'est pas bombardé comme certaines autres villes.
Alors, c'est une bonne question, en fait. Mais il y a une partie de la réponse, elle est dans la manière dont les Ukrainiens se sont protégés. C'est-à-dire qu'ici à Kiev, et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu ailleurs, à Kharkiv par exemple, qui est la deuxième ville du pays, il y a énormément de destruction dans la ville. Et à Kiev, il y en a très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de protection anti-aérien qui s'est montré assez efficace sur Kiev. Donc il y a quand même pas mal de missiles russes qui ont été interceptés. D'accord. Voilà. Alors après, est-ce que les Russes ont eu la volonté aussi d'épargner la capitale en tant que telle, avec toute la valeur symbolique qu'elle représente pour eux-mêmes, les Russes, qui, Mm. qui, 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 qui en revendiquent une partie finalement comme faisant partie de l'héritage historique russe. Mm. C'est aussi une possibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que les combats à la périphérie, eux, ont Mm. provoqué énormément de destruction. Donc là, on citait Ouais, dont Irpin, on mais voit de les l'autre images côté en fait. Là, ça aussi, se passe en voilà. fait dans la banlieue de Kiev, hein. D'accord. Ouais, ouais. Et alors, il y a beaucoup d'internautes qui te posent des questions un peu plus personnelles, donc je ne sais pas si tu vas vouloir y répondre, mais on a par exemple DJ Yoyo 291 qui te demande comment est-ce que tu fais pour avoir des nouvelles de ta famille et si tu communiques régulièrement avec ta famille en France. Et moi, j'ai envie de rajouter une question, c'est dans quel état d'esprit ils sont, tes proches? Alors, d'abord, c'est aussi facile de communiquer avec eux que quand on se Qu'avec téléphone nous, au bureau. en live. Ouais, Oui, ouais, ok. on prend son téléphone et on appelle. Non, ici, on a du réseau cellulaire. Je dirais pas que c'est la même chose partout, hein. Là, à Hmm. Irpine, par exemple, ça passait pas. Il y a des endroits où ça peut ne pas passer. Mais ceci dit, on parlait du bombardement de Kharkiv tout à l'heure. Dans cet immeuble bombardé dans lequel on se trouve, je pouvais téléphoner. Donc, vous voyez, Hmm. il y a des choses un peu surprenantes. Voilà, vous pouvez être en plein combat et recevoir le coup de fil de votre banquier qui vous demande si on peut Hmm. prendre rendez-vous pour, voyez, donc il y a quand même comme ça des choses qui Hmm. sont assez étonnantes. Pour ce qui est de la famille, Et d'ailleurs, on dans voit mon, aussi beaucoup d'images ouais, sur les réseaux sociaux pour cette raison-là, hein, parce qu'on voit, là, les bah gens ouais. qui nous écoutent sont des gens qui sont très connectés justement sur TikTok, Instagram, Snapchat, et on voit parfois en live, en direct, des Ukrainiens qui filment en fait les combats. Est-ce que toi, tu as vu justement enfin, des Ukrainiens qui s'improvisent reporters sur le terrain? Alors pour ce qui est des Comment est-ce que tu combats dirais eux-mêmes, qu'ils communiquent ouais. en fait sur la situation? C'est peut-être plus largement ça la question. Alors, je dirais que, si vous voulez, tout le monde a un téléphone portable. Donc, mais j'allais dire même les combattants ont des téléphones portables. Donc, quand vous avez quelque chose qui se passe, sur les vraies lignes de front, vous n'avez pas de civils à proprement parler. Mm. Faut pas Mhm. rêver, hein. Ouais. Donc, les choses qui se passent vraiment, les combats de chars, les premières Mhm. lignes, ça c'est quand même assez maîtrisé de part et d'autre d'ailleurs par les services de communication des états-majors russes et ukrainiens. Donc voilà. Après, ce qui est un petit peu en retrait, c'est-à-dire tout ce qui est effet des bombardements, voilà. Ben là, comme ça se passe souvent dans des zones d'habitation civile, alors n'importe qui peut filmer, oui, bien sûr, et ça vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, absolument. Mm. Et puis cette défense territoriale qu'on voit aussi, ben, c'est des gens qui ont des téléphones portables dans la poche et qui peuvent filmer ce qu'ils voient, leur propre combat d'ailleurs, Mm. s'ils participent à certaines choses, oui, ça peut passer. Et voilà. Je finis juste sur ma famille, vous en parliez, Ouais. comme je fais ça depuis très longtemps, elle est un petit peu, Habitué. elle est un petit peu habituée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas inquiète. Mm. D'ailleurs, par rapport à ton parcours, il y a justement quelqu'un qui manifestement te connaît depuis longtemps, du moins à l'antenne, et qui te demandait, c'est Chung Chung City qui te demande, est-ce que c'est plus chaud en Ukraine qu'en Côte d'Ivoire? C'est vrai que Michel Scott, si vous le connaissez, c'est un reporter de guerre qui n'en est évidemment pas à son premier conflit, loin de là, et qui a notamment couvert des conflits en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous expliquer si la situation est différente d'un pays à l'autre, comme ça, et d'une crise à l'autre, ou est-ce que, au contraire, il y a des choses qui reviennent, j'imagine que ton expérience est quand même précieuse. Alors, la question, elle fait référence à quelque chose de particulier, en fait, parce que Certainement. Mais la je te Côte laisse d'Ivoire en l'expliquer. soi, voilà, Oui. la Côte d'Ivoire en soi n'a pas Mais tu été as le échappé à conflit un attentat. Oui. mais alors pas un attentat, mais alors, il y a une dizaine d'années, en pleine bataille d'Abidjan, voilà, dont je ne vais pas rappeler le détail ici, on s'est retrouvé dans une situation où notre voiture de reporter, avec des confrères, a été mitraillée ou transpercée de part en part par des rafales parce qu'on traversait une ligne de front, en fait. Ce qui est un cas de figure qu'on essaie d'éviter
dans ces situations-là. J'imagine. C'est le genre de choses qu'on va essayer de traverser une ligne de front sans le savoir en général, parce qu'en général, quand on le fait, c'est qu'on ne le sait pas. Et on s'en rend compte à notre corps défendant en étant transpercé de balles. Donc c'est un peu ce qui s'est passé il y a 10 ans, et je pense que la question porte là-dessus. Maintenant, de manière plus générale, donc ça c'était un moment très chaud évidemment, et j'en ai connu quelques-uns, donc ça c'en était un effectivement, et je dirais que je n'ai pas encore eu ça, mis à part ici, mis à part effectivement le bombardement de Kharkiv qui était assez violent. Et je termine, je sais, il faut faire court sur les conflits en général, et ça je pense que c'est une bonne question. On a pris depuis une vingtaine d'années l'habitude de couvrir, nous, des guerres qu'on qualifie de conflits asymétriques ou qui mettent comment dire, qui opposent des belligérants qui sont des guérillas, par exemple, qui s'opposent à des gouvernements en place, des choses comme ça, en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs. Là, la différence, et j'ai pas vu ça depuis très longtemps, peut-être jamais d'ailleurs, à ce niveau-là de puissance, de feu impliqué, c'est beaucoup plus, comment dire, ce sont des armées nationales qui s'affrontent avec, encore une fois, un armement extrêmement lourd, dans des quantités extrêmement importantes, avec des lignes de front multiples, avec beaucoup de sièges sur beaucoup de villes en même temps, alors que ce que j'ai couvert jusqu'à présent, c'était à chaque fois des conflits qui étaient souvent localisés, Localisé. avec un point central, avec voilà. D'accord. Donc là, il y a énormément de choses à faire, d'où la présence d'ailleurs de très nombreux journalistes, où que vous tourniez la tête, vous avez la guerre pratiquement ici, avec encore une fois des dangers considérables. Ouais. D'accord. Eh ben, je te remercie en tout cas, Michel, d'avoir répondu aux questions des internautes qui te souhaitent tous bon courage et qui te remercient pour le travail que tu fais. On a notamment Mariem qui dit merci d'être présent sur des terrains aussi risqués. Donc, je te fais parvenir son message d'encouragement. Je te remercie. Et puis, on va retrouver tout de suite alors un ancien correspondant en Russie, en l'occurrence Olivier Ravanello, qui a été correspondant en Russie de 2005 à 2009 et qui va pouvoir répondre un peu plus à vos questions, on va dire, de géopolitique et de diplomatie. Parce que c'est vrai que Michel expliquait la complexité de ce conflit avec des fronts disséminés un peu partout dans le pays. On a du mal, nous, à s'y retrouver quand on est en France, à comprendre aussi où ça peut aller et jusqu'à quand ce conflit peut durer. Et c'est notamment une question qui nous est posée par Didier Laugeret et que je voudrais poser à Olivier s'il est avec nous. Est-ce que Olivier était avec nous ou pas? Alors, ce sera pas Olivier tout de suite. On me dit que c'est Solène Rioux, en fait, qui sera avec nous. Ah, d'accord. Ok. Donc, on retrouvera tout à l'heure Olivier Ravanello, mais on a la chance d'avoir une reportrice qui est en ce moment, elle aussi, en Ukraine. Alors, où est-ce que tu te trouves, toi? Tu es aussi à Kiev, Solène? Oui, à Kiev, à quelques centaines de mètres de Michel Scott, finalement. C'est pas facile de passer derrière Michel. Et surtout, toi, ça fait quand même, ce qui nous intéressait justement avec toi, c'est que ça fait pour le coup 15 jours que tu es là. Et que tu as vu en fait plusieurs villes en Ukraine, notamment tu étais du côté de la frontière polonaise si je ne m'abuse. Absolument, j'ai traversé par Medica en fait, et au début on devait rester à Lviv puisque c'est quand même la ville refuge de l'ouest de l'Ukraine. Moi, c'est mon première zone de conflit, donc D'accord. forcément on n'envoie pas les jeunes journalistes comme ça sur Ouais. des terrains comme l'Iseron à Mariupol ou même Kiev. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est resté une dizaine de jours à Lviv et on a pu constater en fait nous vraiment l'afflux de réfugiés qui venaient de toutes ces villes de l'est, ces villes sinistrées. Et en fait, après, de fil en aiguille, en fait, on a fait des reportages. On a été à la frontière avec la Biélorussie. On a été à Loutsk où il y a eu une explosion il y a quelques jours. Et en fait, quand il y a eu cette histoire de négociation qui semblait avancer et qu'on évoquait la rencontre entre Zelensky et Poutine, et ben, on nous a envoyés à Kiev. Et donc là, on est arrivé à Kiev hier. Et qu'est-ce que justement, tu évoquais, là on était avec Michel qui est donc un reporter de guerre d'expérience, mais ce qui nous intéresse aussi avec toi, Solène, je sais pas si on peut te demander ton âge, mais en tout cas tu disais que c'était ton premier conflit. Comment est-ce que tu vis justement ce premier conflit en tant que journaliste? Oui, tu peux me demander mon âge. J'ai 28 ans et en temps, bah, c'est passionnant. C'est clair 28 ans, vous avez bien que entendu, c'est quand même pas rien d'être sur un terrain comme ça à 28 ans.
pouvoir voir de près ce qui se passe en fait, parce que c'est vrai que c'est très bien de le voir à la télé, mais en fait de le constater, de raconter ce qu'on voit, pour nous c'est vraiment c'est important. Et on se rend compte qu'il y a toujours un décalage finalement sur le terrain. On voit beaucoup plus de choses. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des directs, des duplex très courts parce que j'ai envie de raconter tout ce que je vois. Je me dis, c'est des choses que j'ai pas vues, donc les gens chez eux en France ne se rendent, dont ils ne. Et c'est vrai qu'un premier terrain de conflit comme ça, en plus, j'ai pu voir tout l'Ouest ukrainien. Là, je suis à Kiev, donc je peux constater, je peux voir beaucoup de choses, je peux comparer les situations, et ça, c'est Mm. très important aussi. Les réseaux sociaux, à la fois côté ukrainien et côté russe, est-ce que tu t'informes aussi de cette façon-là pour savoir où est-ce qu'il faut que tu te places, où est-ce qu'il faut pas aller, où est-ce qu'il se passe certaines choses? Est-ce que pour toi c'est comment dire, une boussole? C'est un outil indispensable, mais ça peut aussi être un outil très traître. Parce que les réseaux sociaux, on y trouve tout et n'importe quoi. Alors j'ai appris à utiliser Telegram, que je n'avais jamais ouvert de ma vie. Et là, on trouve Pourquoi beaucoup de choses. Telegram? Eh bien, parce qu'ici, on fonctionne beaucoup sur cette application, en fait, tout simplement. Les Ukrainiens ici n'ont quasiment pas, il y a quasiment pas, ils sont très peu Instagram, en fait. Il y a toujours D'accord. beaucoup Facebook, ça c'est étonnant. Et alors, Telegram, c'est très utilisé. Vous savez aussi en Russie, tous ceux qui essaient de ne pas s'informer, enfin de s'informer via des réseaux un peu parallèles, puisque la télé, il y a beaucoup de propagande notamment, utilisent Telegram, là, surtout les populations jeunes là-bas en Russie. Et donc, nous, on a aussi téléchargé l'application parce qu'il y a énormément d'informations, même des chefs de l'administration militaire de chaque région, Mhm. les maires également qui postent beaucoup sur Instagram. Donc ça, c'est très important de maîtriser un petit peu l'application. C'est pas toujours facile. Même quand on est jeune, les nouvelles applications, c'est toujours un peu compliqué. Et en termes de réseaux sociaux, même Twitter, par exemple, je pense à quand il y a une explosion ou qu'on entend, ou par exemple quelque chose qui vient de se passer, on se dit tout de suite, bon, Twitter, on va regarder. Mais c'est très compliqué parce qu'on voit des images, on se dit waouh, ça doit être là. Puis en fait, c'est une vidéo qui a été prise il y a des mois, des années. Donc, Mm. il faut vraiment faire la part des choses. Et sur le terrain aussi, nous qui avons vraiment le nez dans ce qui se passe, il faut arriver à prendre du Mm. recul et c'est pas facile. Alors, il y a une question justement qui t'est posée sur TikTok, c'est comment est-ce que tu as été accueilli et comment est-ce que tu es accueilli par les civils ukrainiens? Parce Et qu'après, ben, on va pouvoir justement avoir un échange avec l'UNICEF. Je pense que ce sera notre prochain intervenant, ça sera le directeur régional de l'UNICEF. Donc, pour justement aller vers des questionnements vers ce monsieur, est-ce que toi, tu peux nous dire comment ça se passe avec les civils sur place? Eh ben plutôt bien pour vous dire, vous savez, les petits micro-trottoirs qu'on fait souvent, même quand on est en France, quand Ouais. on pose des questions aux gens dans la rue, c'est pas toujours facile des fois d'avoir des questions, il y a toujours une méfiance dans n'importe quel pays Ouais. envers les journalistes, et ici je trouve que c'est plutôt facile d'obtenir des réponses à nos questions. Je suis plutôt surprise pour un pays qui est en guerre, on pourrait dire la population est méfiante, et finalement j'arrive plutôt assez facilement avec Maggie Clark Mm. Oui, on salue Claire aussi. bien sûr, qui fait un boulot, sur un super boulot. Et donc, on arrive plutôt facilement à avoir des réponses. Il y a juste un endroit où j'ai trouvé qu'il y avait quand même une grande défiance des journalistes. C'était à la frontière biélorusse. On est la semaine dernière, on a passé 2 jours à Lyubechyev, un petit village à 15 km de la frontière. Et là-bas, on sent vraiment qu'il y a une peur de la proximité avec la frontière. Il y a une grande méfiance de l'inconnu, des gens qui viennent de l'extérieur et des journalistes en général. On ne nous laissait rien, enfin, rien filmer de Ouais. l'extérieur, même des bâtiments pas forcément administratifs ou importants ou militaires. C'était très compliqué là-bas de faire notre boulot de journaliste, mais globalement, on est plutôt hyper bien accueillis par la population. Juste un exemple, l'autre jour, on a posé une question, voilà, comme ça dans la rue à une dame, c'était son avis sur je ne sais plus quel reportage. Et elle était tellement contente en fait que nous on soit là pour voilà donner Mm. l'information elle m'a même offert son parfum parce que je lui ai dit qu'elle sentait très bon et elle m'a offert son parfum. Elle Mm. a dit voilà, merci aux journalistes, faites du super Mm. travail. Donc on est plutôt bien accueillis ici. Et je te pose cette dernière question et puis ensuite on va rejoindre l'UNICEF qui va nous expliquer un peu comment ils organisent l'aide humanitaire sur place, nous parler surtout des enfants. Ma dernière question, ce serait qu'est-ce que tu vas faire après là? Quel est le coup d'après en termes de reportage? Où est-ce qu'on va te retrouver, notamment sur l'antenne de LCI? Eh ben, écoutez, c'est une très bonne question parce que avant de partir ici sur ce terrain en Ukraine, moi je faisais une chronique dans la matinale qui était plutôt un petit peu décalée, voilà, donc rien à voir avec ça. Et c'est vrai que tant que la guerre Mm. un sujet comme la guerre en Ukraine, donc c'est une très bonne question. En tout cas, le reportage c'est passionnant. Donc dans tous les cas, j'irai là où on a besoin de moi, mais c'est vrai qu'ici sur le terrain, le travail est passionnant.
Bon, et les internautes vont continuer donc de te suivre sur LCI et Bah oui. sur TF1 Info, bien sûr. Et comme pour Michel, tu reçois énormément de messages te félicitant et te souhaitant beaucoup de courage pour la suite. On a notamment Constantiel qui te dit bon courage. Voilà. Donc, on va Merci. maintenant rejoindre le directeur régional de l'UNICEF. Qui est avec nous, qui va pouvoir, voilà, Philippe Cory, enchanté Philippe. Bon, vous, pour le coup, je vais vous Bonjour voyer parce qu'on se Garance. connaît pas dans la vraie vie, contrairement à mes collègues journalistes qui sont déployés sur le terrain, quoique on Il n'y a peut pas de peut-être se dire souci. tu, enfin Il n'y je a sais pas de pas, souci. comme vous voulez. Il n'y a Toujours pas de souci, est-il que Garance. vous, donc vous êtes là en direct de Genève, si je ne m'abuse, c'est ça? Fait. Je vous entends pas en revanche. Alors je vous ai vu, hein, mais je vous Est-ce entends que vous pas. m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Ah Je bon vous bah ça en... y est, je vous entends. Vous êtes où? Super. Vous êtes Philippe, vous Ah, êtes à Genève? oui, je suis à Genève. Je suis rentré je fais plusieurs visites dans les pays dans lesquels on travaille avec les enfants réfugiés, tous les pays limitrophes de l'Ukraine. Donc, Par il y a exemple, est-ce que vous pouvez nous donner justement concrètement ces pays-là où vous êtes oui, situé l'UNICEF? bien sûr. Alors, tous les pays dans lesquels on travaille, hein, en voisinage de l'Ukraine, hein, c'est Moldavie, Roumanie, Bulgarie, République tchèque, République slovaque, la Hongrie, la Pologne. La Pologne est vraiment le pays le plus important parce qu'il y a au jour d'aujourd'hui plus de 2 millions de réfugiés en Pologne. Donc, c'est vraiment un effort énorme pour le pays, pour recevoir les familles. Donc, on a une autorisation pour 3 ans pour toutes les familles d'entrer. Donc, ça va très vite. C'est un enfant par seconde qui devient réfugié dans cette crise. C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait qu'il y a d'énormes problèmes de protection des enfants qui se posent, hein, du fait Oui, que parce que j'allais justement vous poser une question très très concrète qui est posée par Mathieu, qui nous dit, mais ces enfants, vous dites un enfant par seconde, c'est des enfants qui sont accompagnés ou c'est des enfants qui sont tout seuls? ce sont des enfants, bon, il y a de tout, mais la majeure partie des enfants viennent avec leur maman, leur grand-maman. C'est généralement ce qu'on voit dans les gares d'arrivée, de bus, de train. Donc, une On va maman peut-être avec ses avoir deux des enfants. images qui vont pouvoir nous illustrer. Ah bah tiens, on les voit tout de suite. Donc ça, Voilà, c'est alors les donc, images qui ont été tournées à la frontière polonaise, justement dans les camps enfin les camps, je sais pas si on peut j'y parler de étais. camps, mais enfin de gymnase. Alors pour l'instant, Expliquez-nous voilà. justement ce qu'on voit. Eh ben, exactement, là, ce sont des centres de réception parce que l'enregistrement des familles, des enfants ne se fait pas à la frontière. Dès qu'on a un passeport, même périmé ukrainien, on passe, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il faut quand même enregistrer les enfants et les familles pour pouvoir leur donner accès à l'éducation, à la santé, à la protection sociale, puisque c'est ce quoi l'Union européenne a donné à toutes ces familles. Donc ça se Mhm. passe dans les centres de réception. Alors ça peut être une patinoire, un stade de foot, une ancienne gare désaffectée qui devient, j'ai vu une gare de bus à Bratislava aussi, qui devient un centre de réception. C'est souvent organisé par les municipalités, donc on travaille énormément avec les municipalités. Donc ce sont Donc il y les a, autorités, en l'occurrence polonaises, qui prennent en charge cet accueil voilà. des réfugiés Alors dans directement là, chaque à ce pays, c'est moment-là. ça, exactement, c'est tout à fait. Donc si on prend le cas de la Pologne qui a le plus de réfugiés, c'est pour ça qu'on travaille avec les systèmes du pays pour essayer de les aider à recevoir toutes ces familles, parce que évidemment 2 millions de réfugiés aussi vite, c'est vraiment une charge C'est énorme. énorme. Et dans les municipalités, bon, la première considération, et ça il faut que les éditeurs le comprennent bien, c'est protéger les enfants de tout ce qui peut être trafic. Et malheureusement, dans ce genre de crise, il y a beaucoup de trafiquants d'êtres humains. Donc, c'est important que les systèmes du pays Et soient alors ça, il y a vigilants. des Donc, pays en particulier qui sont concernés par ces trafics. Il me semble, parce qu'on s'est quand même un peu parlé avant, il y a notamment la Bulgarie, par exemple, qui. le cinquième pays, justement, où il y avait la traite d'humains, hein, de femmes en particulier. Donc, il y avait déjà cette situation-là avant la guerre. Donc, maintenant, évidemment, avec tout cet afflux énorme et aussi rapide de familles et d'enfants, de femmes surtout et d'enfants vulnérables, finalement, ils sont dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Le papa, le frère, l'oncle sont restés au pays pour continuer la guerre. Donc, ce sont évidemment pour certains trafiquants des proies faciles. Hmm. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, aux frontières, Alors comment nous vous formons faites concrètement? Voilà. de frontières, donc on forme les gardes frontières à avoir un œil vigilant par rapport à des situations potentielles de trafic. On Mhm. forme les gardes frontières à apprendre à parler aux enfants, parce qu'il y a des enfants non accompagnés, il y a des enfants où on n'est pas sûr que l'adulte soit effectivement le parent, donc il faut avoir une façon de parler qui mette l'enfant en confiance, qui va dire ce qu'il faut par rapport à sa situation avec l'adulte qui l'accompagne. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on travaille avec les municipalités, comme je le disais,
par rapport à leur capacité de réception, avec des travailleurs sociaux qui doivent accompagner l'enregistrement, parce il doit y avoir non seulement un enregistrement, mais aussi une vérification de la situation de l'enfant par Mm. rapport à l'adulte qui l'accompagne au moment de l'enregistrement. Il y a des espaces enfants qui se font dans ces centres de réception, de façon à ce que les mamans puissent s'occuper des différents papiers à mettre en place C'est la pour inscrire. spécificité de cette guerre. Enfin là, quand je vous entends, est-ce que ça, vous avez déjà été confronté à une telle situation? Parce que là, je retiens deux choses dans ce que vous m'avez dit. C'est à la fois le volume, entre guillemets, c'est horrible d'utiliser ce mot-là, mais le nombre de personnes, le nombre de réfugiés et les situations de danger immédiat qui se posent pour les enfants. Est-ce que Non, c'est... c'est inédit, Garance. En Europe, il y avait guère que la Deuxième Guerre mondiale qui avait connu ça. On a eu en 20 jours autant de réfugiés qu'en 4 ans de crise avec la Syrie. En 20 jours. Donc ça donne une dimension. Plus de la moitié des enfants ukrainiens, il y a 7,5 millions d'enfants ukrainiens, sont déplacés ou sont devenus réfugiés. 2 millions sont déjà devenus réfugiés et 2,5 millions d'enfants sont en déplacement et se dirigent vers les frontières. C'est vraiment les familles, les mamans qui mettent leurs enfants en sécurité Hmm. en dehors des zones de combat et en dehors de l'Ukraine pour beaucoup, pour 2 millions d'entre eux déjà. On a vu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de familles qui sont séparées en fait. C'est ça aussi qui va C'est le peut-être drame. qui va être un enjeu aussi après. Enfin, Oui, tout à fait, Garant. Les familles sont séparées, le père, le frère, l'oncle restent pour continuer la guerre, et les familles quittent donc leur village et se dirigent vers la frontière. Alors, on voit maintenant les familles les plus pauvres qui arrivent, hein. C'est des familles qui ont marché plusieurs heures, qui ont attendu des trains plusieurs jours. Les trains sont bondés, et donc qui arrivent plus fatigués et beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus euh, avec une immunité beaucoup plus faible, donc par rapport aux maladies, ils n'ont pas été vaccinés. On continue à vacciner malgré tout sur la polio en Ukraine, mais beaucoup d'enfants ont manqué leur vaccination de routine à cause de la crise du Covid. Donc ils arrivent non vaccinés avec la possibilité de transmettre la polio et la rougeole et de l'attraper au passage. ouais, parce qu'on a vu sur les images qu'il y avait une certaine quand même promiscuité évidemment. Donc c'est évidemment propice après aux maladies, aux épidémies. Il ne faut pas oublier que la polio donc, est un virus qui se transmet dans l'eau. Donc, toutes les toilettes, si elles ne sont pas nettoyées, les toilettes qui sont louées, hein, comme on a dans des festivals de musique en plastique qui sont tout autour de ces stades, Mm. avec une Ah ouais. population nombreuse, il faut absolument être vigilant par rapport à ça, en termes de nettoyage des toilettes, avec du chlorine pour s'assurer que les virus ne se transmettent pas. Donc, il y a vraiment tout un engagement autour de l'hygiène de ce nombre Mm. de personnes qui sont pour éviter surtout la transmission de maladies auprès Mm. des enfants qui sont vraiment dans une situation très vulnérable et mentalement aussi très traumatisés. Il ne faut pas oublier que c'est un vrai traumatisme, un vrai déchirement pour tous ces enfants qui se retrouvent jetés sur les routes dangereuses de l'Exode, hein. Alors, on a justement un message de Guillemette qui demande, mais comment nous, on peut agir, nous, Français, en étant loin de ce qui se passe à la frontière polonaise et autour de ce pays? Quel est justement le conseil que vous donneriez aux Français qui veulent se mobiliser? Bah, alors, d'abord, il faut parler des enfants comme première victime de cette crise. Et si ça peut faire bouger l'agenda politique, l'agenda de la paix, il y a aucune nation qui peut accepter qu'on bombarde des écoles, qu'on bombarde des maternités, que des enfants soient victimes et traumatisés. C'est une histoire d'une autre époque. Alors, en parler dans nos réseaux D'ailleurs, on verra sociaux. peut-être les images de François-Xavier Ménage qui ont été tournées justement dans les maternités dont vous parlez, et notamment de ces enfants qui sont issus de mères porteuses et qui se retrouvent sans parents. J'espère qu'on verra ces images. Je vous laisse poursuivre donc sur le conseil Oui, que vous avez à donner aux Français. alors, c'est déjà d'en parler et de dire que c'est inadmissible, hein, au XXIe siècle en Europe d'avoir cette guerre. Donc, utilisons tous nos réseaux sociaux pour justement militer pour arrêter cette guerre, pour que les enfants arrêtent de souffrir. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez aider l'UNICEF et les Français ont été très généreux Alors, avec le comment aider? UNICEF. On voit justement les images dont vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, en fait, il y a des enfants qui sont aussi pris au piège, parce qu'on a vu là la situation des réfugiés, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont pris au piège, en fait, dans les villes bombardées, dans les villes assiégées. Oui, tout à fait. Alors, on peut aider l'UNICEF financièrement avec unicef.fr et beaucoup de Français l'ont fait. Merci, c'est l'occasion de le dire. Ce que l'on fait, nous, on a déjà distribué plus de 1200 tonnes de matériel. L'UNICEF travaille depuis plus de 25 ans en Ukraine. Et j'étais moi-même en décembre, même dans le Donbass. On a encore du personnel qui travaille dans le Donbass. Et donc, du matériel Alors, médical, Jérôme nous demande justement qu'est-ce que vous distribuez précisément?
Est-ce que Eh c'est bien, du alors, matériel médical, puisqu'on voit là sur les images oui, qu'il y a alors des on l'a enfants qui sont distribué hospitalisés? exactement. Oui, tout à fait. Donc il y a du matériel médical pour les hôpitaux. Les femmes continuent à accoucher, les enfants continuent à avoir besoin de soins. Donc il faut donner, même s'ils sont des fois des hôpitaux de fortune, dans des abris de métro, etc., on fournit ça. On fournit des vêtements, on fournit aussi de l'eau. Il y a 3 ou 4 millions de gens qui n'ont plus accès régulièrement à l'eau potable. C'est très important d'amener de l'eau, par camion ou par bouteille. Donc il y a tous ces aspects-là. Aussi un soin, on a des équipes mobiles de soins psychologiques qui vont dans les abris, que ce soit des abris de métro ou autres, dans les différentes villes, pour voir comment on peut aider dans un premier traitement des traumatismes des enfants. Donc on a une quarantaine d'équipes mobiles là, qui font ça régulièrement. Et c'est très important parce qu'il faut traiter très tôt le traumatisme des enfants. Et je dois dire, c'est la première chose qui choque quand on voit le visage des enfants. Ce sont des enfants qui ont été traumatisés, hein. Et à la frontière, on le voit très régulièrement. Et sur les Mm. routes aussi en Ukraine. C'est un grand pays. Donc, comme le disait votre collègue Ouais. avant, ce sont des longues routes, des longues marches qu'ils doivent avoir et Mm. attendre le train pendant des heures. Donc il y a toute une fatigue qui se lit sur les visages quand j'étais Mm. encore il y a une semaine en gare de Varsovie, où beaucoup de réfugiés arrivent. On voit des familles exténuées, des Mm. enfants au visage On a fermé. Piwi 974 qui vous demande justement qu'est-ce qu'il manque le plus actuellement. Bah, ce qui manque le plus actuellement, c'est la paix. Parce que les bombardements incessants, c'est absolument Je pense quelque qu'elle chose elle qui... pensait de matériel, de quelque chose qui est certainement plus à la portée de quelqu'un Eh ben, qui nous regarde et qui voudrait agir. ah ben, bon, ce qui manque le plus pour l'instant, bah, C'est de évidemment, l'argent en fait, ce il dont y a vous de avez l'argent parce besoin. qu'on est dans des pays où on peut trouver, enfin tous les pays aux alentours de l'Ukraine, même en Ukraine, on arrive encore à trouver du matériel. Bon, on livre énormément. Bah, ce qui manque, c'est le danger, c'est l'eau. Hein. Pour 1 million de personnes qui n'ont plus du tout accès à l'eau Ok. potable, l'eau, c'est vital. Hein. Donc ça, c'est une des toutes premières choses. Et puis, bien entendu, tout ce qui va être médicaments, c'est bien, on Mm. continue à fournir, mais c'est clair qu'avec les destructions intempestives qui arrivent ici et là, c'est toujours pas garanti qu'on puisse Mm. garder les fournitures. Donc, on le fait sur une base de non-regret. Mais bon, c'est clair que les combats sont très volatiles. Personne ne peut Mm. dire vraiment où la prochaine bombe va tomber. Donc, c'est vraiment un climat de peur. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui... Mm. et la protection, les enfants ont besoin de protection, ont besoin de se sentir protégés pour se développer. Et Mm. ça, c'est la première chose qui leur manque aujourd'hui. Eh ben, je vous remercie. On va se quitter là-dessus, Philippe Cory. On va essayer de retrouver Merci. Olivier Ravanello qui tout à l'heure était connecté avec nous et qui va essayer de se reconnecter. Donc je vous laisse, Philippe, juste avant de quitter le live, rappeler en fait l'adresse de l'UNICEF où les internautes qui nous regardent peuvent envoyer leurs dons financiers. Merci Garance. Alors, c'est unicef.fr. Merci beaucoup. Notez bien cette adresse. Merci à vous de vous être connectés, d'avoir pris un peu de temps dans votre travail du quotidien et votre agenda qui est bien rempli en ce moment et on comprend pourquoi. On est en train, et vous l'avez sans doute remarqué, d'inaugurer une nouvelle façon de faire les lives avec un nouveau logiciel tout neuf qui nous permet de se connecter à la fois depuis TF1, depuis l'Ukraine, depuis la Suisse, de vous proposer cet habillage avec à la fois des synthés, ce qu'on appelle des synthés, c'est-à-dire des petits bandeaux qui permettent d'avoir le nom et le prénom des journalistes ou des gens qui interviennent, de vous montrer aussi des images, voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de tester ce soir. Je vais en profiter pour vous montrer un truc, parce que vous allez voir que je suis pas la seule à essayer de faire quelque chose de bien. Regardez qui est là, voilà. On a donc toute l'équipe de TF1 Info qui bosse avec nous. On a Yannick Kézard qui a perdu à peu près 5 kilos pendant ce live. On a là-bas Guillaume Pantier qui est CM et qui gère les réseaux de TF1 Info. Donc vous voyez, qui s'occupe de vos commentaires et qui les chouchoute comme si c'était ses enfants. Donc vous voyez, on a quand même été sur le pont pour essayer de vous proposer ce live. Et comme par magie, voilà, on a Olivier Ravanello, attendez, qui va répondre à vos questions. Alors attendez, je me rebranche. Voilà, on sera mieux. Et je vais même te laisser, parce que le micro est là. Donc la question que posait Didier, c'est est-ce qu'il y a de l'espoir dans les jours à venir en Ukraine? Est-ce que tu peux nous répondre en pas très longtemps et sous forme de conclusion? C'est difficile d'être optimiste parce que l'intensité militaire qui a été mise jusqu'à présent est presque inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre qui, en un mois, il faut se rendre compte, c'est très peu un mois. Le niveau de destruction, le niveau d'engagement militaire, il y a plus de
de 200 000 soldats russes qui sont impliqués, la résistance des Ukrainiens qui est devenue aujourd'hui une résistance civile. Tous les Ukrainiens qui peuvent prendre une arme ont pris une arme et se préparent à se battre avec en plus des Européens et des Américains qui leur fournissent de l'armement. Donc il y a tout pour que la guerre dure longtemps. Et puis à côté de ça, vous avez, c'est vrai, des négociations qui sont en cours, mais on a toujours en tête que Poutine ment dans cette crise et que alors même qu'il disait il y a encore un peu plus d'un mois, Emmanuel Macron, on va trouver un accord, il préparait la guerre et 3 jours après, il a déclaré cette guerre. Donc quand bien même aujourd'hui les Russes disent on abaisse l'intensité des combats, on prend un peu de temps pour discuter, on peut se poser la question de savoir s'ils ne sont pas en train de récupérer leurs forces. On sait qu'il y a des troupes qui sont reparties en Biélorussie, notamment un peu plus au nord, notamment des tanks, des blindés, pour réparer, recharger, reprendre des munitions et revenir sur le terrain. C'est peut-être une pause à laquelle on assiste. Pourquoi être ainsi pessimiste ? Parce que le but de guerre que s'est fixé Poutine, il l'a dit depuis le début, c'est qu'il n'y ait plus d'armée ukrainienne indépendante, neutralité de l'Ukraine militairement, et il veut changer le pouvoir à Kiev. Et ça, les Ukrainiens, en grande partie, ne veulent pas l'accepter. Donc, comment est-ce que Poutine, qui depuis 20 ans a toujours finalement obtenu ce qu'il voulait, s'est toujours engagé dans des crises en ressortant vainqueur de son point de vue, comment peut-il admettre aujourd'hui qu'il peut perdre? Et c'est ça la grande question. Et comme on ne l'a jamais vu en perdant, en tant que perdant, c'est difficile de l'imaginer aussi vite admettre sa défaite. Donc vous allez pouvoir continuer à suivre en tout cas la situation à la fois sur nos antennes TF1 et LCI et bien sûr sur les réseaux de TF1 Info. Donc je vous invite évidemment à vous abonner à tous les comptes de TF1 Info qui existent. Vous avez vu qu'on a déployé tout notre savoir-faire à la fois sur Instagram, TikTok, Facebook et maintenant YouTube. Donc je vous invite à vous abonner à tous ces comptes, à continuer à nous suivre pour justement suivre l'évolution de la situation en Ukraine.